Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le sujet va être pourquoi les marcheurs et marcheuses sont-ils penchés en particulier en compétition. Alors je parle de compétition parce qu'effectivement c'est le public visé par cette vidéo, hein, ceux qui font de la marche rapide ou de la compétition. Vous me direz la marche rapide c'est quoi? Ça dépend des individus, hein. Des gens comme Leslie Lejeune, je pense que ça va démarrer à 8,5 ou 9 km/h, et des gens comme moi c'est plutôt à 7,5. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on recherche une perfection dans le geste, hein. C'est un objectif, évidemment, qu'on ne marche pas de manière parfaite, en particulier moi, mais c'est pour vous donner l'état d'esprit dans lequel on est. On cherche à améliorer le plus possible le geste. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce cadre-là au championnat de France qui vient d'avoir lieu, hein, samedi, à Fontenay-le-Comte, championnat de France de marche nordique. Ensuite, un petit retour dans l'histoire, hein, d'où on vient. Une analyse des forces physiques, hein, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, en tant qu'ancien scientifique. J'aime bien l'approche des sciences physiques pour comprendre les mécanismes mis en œuvre. Et enfin, quels sont les autres aspects au fait de se pencher en avant. Donc, championnat de France qui vient d'avoir lieu. Donc, je remercie Pratique Marche Nordique, hein, pour les photos que j'ai pu prendre sur leur site. Donc départ femme, départ homme. Alors départ homme était un petit peu perturbé en vidéo, hein, parce que visiblement il y avait un problème de remontée de vidéo à ce moment-là. Enfin bref, ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que aussi bien ces dames que ces messieurs sont tous inclinés vers l'avant. Et donc c'est la question qu'on va chercher à évoquer aujourd'hui. Mais pourquoi donc sont-ils inclinés vers l'avant? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette position dans le geste? Un petit retour aux sources. Ici, on voit les origines de la marche nordique. Donc, ça se passe en Finlande, hein, dans les années 30, 1930 à peu près. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des skieurs de fond qui, pendant l'été, ont décidé de marcher avec des bâtons pour pouvoir s'entraîner malgré l'absence de neige. Donc, ça s'appelle Sovakavelli. Alors, je vais essayer de vous le faire prononcer dans Google Trad ici. Vous allez mieux voir à quoi ça ressemble ce mot-là. Sauvakävely. Voilà, c'est plutôt Sovakavelli. Hein. Sauvakävely. Voilà. Donc, Sovak avait lu la marche avec des bâtons. Donc ici, on reconnaît bien le style de la marche nordique, hein. En particulier, on voit la position du corps, hein, incliné vers l'avant, c'est le thème de la vidéo. Et on voit également l'opposition entre les bras et les jambes. On voit l'inclinaison des bâtons, enfin bref, tout y est. Donc voilà les origines de la marche nordique en Finlande. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse, le détail des forces. Donc notre marcheur ressemble à ça, à vue de côté. Et donc on a toujours une jambe au sol, hein, c'est la différence par rapport à la course à pied. En course à pied, on peut être en suspension, pas en marche nordique. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on a toujours une jambe à l'avant et l'autre qui vient de l'arrière vers l'avant. Et en fait, la jambe avant va servir de levier de rotation, hein, puisqu'en fait, on va se propulser autour de ce point fixe qui est le pied avant. Donc, qu'est-ce qui fait avancer le marcheur par rapport à tout ça? Bon, on est un quadrupède, donc il y a essentiellement quatre choses. Le déroulé du pied avant, donc si on a un peu de force, on peut arriver quand même à envoyer de la force. La propulsion du pied arrière, hein, en fin de propulsion, on doit se trouver sur le gros orteil, hein, c'est le gros orteil qui va donner la dernière impulsion. Et aussi, bien sûr, la traction poussée sur le bâton avant. On dit traction poussée parce que dans la partie avant du geste, c'est plutôt une traction, dans la partie arrière, plutôt une poussée. Donc ça, c'est tout ce qui nous fait avancer. Et donc, ce qui va jouer là-dedans, eh bien, c'est l'effet du poids. Hein, le poids donc, va s'appliquer sur le centre de gravité du coureur, ici ce que j'ai appelé CG. Et donc ici, on va voir une force, alors habituellement on indique ça en newton, hein, en sciences physiques. En gros, 10 newtons 1 kg. Donc je prends mon exemple, hein, moi je pèse environ 65 kg, donc 650 newtons. Et donc qu'est-ce qui va jouer? En fait, c'est ce qu'on appelle un moment de la force. Le moment de la force de résistance, c'est ni plus ni moins que la force, ici le poids, multiplié par la distance. Hein, donc on comprend bien qu'il y a deux facteurs importants là-dedans, qui sont la force elle-même, hein, le poids ici en l'occurrence, et la distance. Et plus ces deux éléments-là, ou les deux même vont grandir, et plus il va y avoir de résistance.
Donc ce moment s'exprime en newton-mètre. Alors ça, c'est une unité qu'on retrouve assez souvent, hein. Ceux qui achètent des perceuses, par exemple, ils verront qu'il y a un couple en newton-mètre. Ceux qui achètent des vélos électriques aussi, ils verront que le moteur a un certain couple en newton-mètre. Et donc, qu'est-ce que c'est ce chiffre? Eh ben, en fait, ça exprime la force qu'on doit mettre pour résister par rapport à ça ou faire aller dans l'autre sens. Nous ici, ce qui nous intéresse, ça va être évidemment d'aller vers l'avant, hein, d'aller dans l'autre sens. Donc on va essayer de lutter contre ce poids, contre ce moment de force du poids, pour aller dans l'autre sens. Donc qu'est-ce qui pèse? Tout l'ensemble, hein, la tête, le buste, les bras, la jambe opposée. Donc c'est ça qui fait le moment de la force de résistance. Alors bien sûr, c'est dynamique, hein, au fil du geste, il n'y a pas de position statique en marche nordique. Donc on part d'un moment en haut où la jambe gauche est complètement à l'arrière. Là, on est en fin de propulsion sur le gros orteil, hein. Et donc dans ce cas-là, on voit que la distance D1 eh bien, est assez importante par rapport au point de suspension qui est la jambe droite ici. D'accord. Et plus ça avance, D2, ça se rapproche. D3, on est à l'équilibre. Donc là, Isa est quasiment à l'équilibre sur sa jambe avant. D4, on commence à être en avant. Donc là, ça se transforme en force propulsive. Hein, ce qui était la force de résistance en D1 et D2 devient maintenant une force propulsive. Et on voit que ça augmente puisque son poids, bien sûr, ne varie pas. Par contre, D4, D5, D6, D7 augmentent. Hein, donc on voit que plus la distance par rapport au pied augmente et plus le moment de la force augmente. Alors évidemment, tout notre intérêt en tant que marcheur rapide ou de compétition, ça va être d'essayer d'avoir au minimum les résistances et au maximum l'avancement. Donc on va voir les différents facteurs qui décrivent ces deux aspects. Donc le moment de la force, je viens de vous le dire, hein, la force multipliée par la distance. Donc qu'est-ce qui amène à ralentir? En fait, un de ces deux facteurs-là qui augmente, voire même les deux. Le poids, bien sûr, hein, quand vous prenez du poids, alors je prends mon exemple personnel, à un moment donné je pesais 72 kg, 720 newtons, là évidemment, ça vous emmène vers l'arrière. Alors on pourrait se dire oui, quand ça passe en avant ça compense, pas tout à fait, parce que en fait, à l'inverse d'une voiture électrique qui peut recharger la batterie quand vous descendez, là malheureusement l'effort que vous avez fourni pour ramener le buste, le poids vers l'avant, vous n'avez pas récupéré ça dans vos muscles là, de l'autre côté. Donc malheureusement, quand vous avez du poids à traîner, vous le traînez tout le temps, ça demande un effort. Donc le poids. Le centre de gravité vers l'arrière, évidemment, plus vous allez amener le centre de gravité vers l'arrière, et plus la distance par rapport à l'axe de rotation est importante. Donc ça va augmenter le moment de cette force. Alors un exemple concret, hein, en se penchant vers l'arrière. Alors c'est assez rare, mais on voit effectivement des gens, il n'y a pas longtemps j'ai vu de jeunes femmes qui faisaient une vidéo de présentation de la marche nordique, là elles étaient toutes les deux penchées en arrière. Alors d'un point de vue esthétique, c'est très joli. Par contre, d'un point de vue des sciences physiques, ça ne le fait pas, puisqu'on a le moment de la force qui augmente, puisque elles augmentent la distance entre le centre de gravité donc, et l'axe de rotation qui est la jambe avant. En augmentant l'amplitude des jambes, alors ça va faire hurler certains, mais malheureusement, la science physique est là. Hein, plus vous avez les jambes écartées, et plus vous avez la distance par rapport au centre de gravité qui augmente. Donc là, on tombe dans un des dilemmes de la marche rapide, hein, qui est amplitude ou fréquence. Et on constate que clairement, les gens marchent quand même beaucoup plus en fréquence qu'en amplitude. Voilà une des raisons, c'est que quand vous augmentez l'amplitude des jambes, vous augmentez le moment de la force de résistance. Alors vous me direz, certes, mais on fait des pas plus grands, sans doute, mais toute la question là-dedans, c'est est-ce que ce qu'on gagne d'un côté, on ne le perd pas de l'autre? À mon avis, j'ai ma petite idée, hein. Donc il va y avoir des compromis à trouver entre l'amplitude des jambes et la résistance qu'on apporte par rapport à l'avancement. En augmentant l'amplitude du bras arrière, alors ça aussi, c'est des choses qu'on voit assez souvent sur les vidéos YouTube, hein. Il y a des gens qui ont un bras arrière extrêmement étendu, voire même à l'horizontale. Là, ce faisant, bien sûr, vous déplacez complètement le centre de gravité vers l'arrière. Et de ce fait, vous augmentez le moment de la force et donc la résistance à l'avancement. A l'inverse, qu'est-ce qui va nous permettre d'accélérer, hein, ce qui diminue le freinage, voire même qui augmente, qui fait travailler votre poids vers l'avant ou pas. Donc maigrir, ça diminue le facteur poids, bien sûr, donc vous diminuez le freinage. Je l'ai dit tout à l'heure, mais après c'est intuitif, hein.
savez très bien qu'un marathonien de 100 kg aura plus de mal à le faire qu'un marathonien de 45 kg. D'accord? Déplacer le centre de gravité vers l'avant. Donc effectivement, on vient de le voir tout à l'heure par rapport à nos dessins. Alors, en se penchant vers l'avant, et là on est dans le thème de la vidéo. Pourquoi tant de marcheurs de compétition se penchent vers l'avant? Justement, à cause de ça. Parce que le fait de déplacer son buste vers l'avant amène le centre de gravité vers l'avant, ça c'est mathématique. Et de ce fait, le centre de gravité étant vers l'avant, vous allez complètement diminuer les forces de résistance dans la partie arrière, mais également augmenter les forces propulsives dans la partie avant. Donc voilà la grande raison qui justifie cette position du buste vers l'avant. Diminuer l'amplitude des jambes, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez une petite amplitude, la partie résistive va être moins importante. Tout le dilemme, amplitude ou fréquence. Amplitude ou fréquence. En diminuant l'amplitude du bras arrière, donc là c'est un peu le contraire de ce que je dis tout à l'heure. Si vous avez un bras arrière qui est complètement à l'horizontale, alors quand il est sur le bâton, ça va aller, parce qu'en fait c'est le bâton qui supporte le poids. Où le problème va se poser, bien évidemment, c'est quand on va lever, quand on va ramener le bras vers l'avant, là le bras va être en l'air, et là il va faire son effet bras de levier. Alors j'ai un petit peu amputé mon marcheur là, je suis désolé, mais c'est pas très facile à faire les dessins là, comme ça. Donc vous comprenez bien que si le bras est plus près du corps, alors on va en voir les limites bien sûr, mais si le bras est plus près du corps, il y aura moins d'effet de levier de résistance. Et à l'inverse, en augmentant l'amplitude du bras avant. Plus le bras avant est vers l'avant, et plus le centre de gravité va vers l'avant. Donc ça c'est vraiment des manières de faire avancer plus rapidement. Alors, quelles sont les limites de tout ça? On ne peut pas faire n'importe quoi. Déjà, la physiologie du marcheur, en ce qui me concerne, je ne suis pas très souple des épaules ni des hanches, par exemple. Là, ça va évidemment contraindre un peu les mouvements que l'on peut faire. Et aussi, et surtout, la réglementation de la marche nordique. Donc c'est assez précis. Alors, il y a un certain nombre de points. Là, on voit ici des cartons jaunes et cartons rouges. Donc ça, c'est ce que vous prenez quand vous faites des fautes. Et dans ce qui nous concerne ici, dans la résistance et le facteur améliorant la progression, il y en a deux. L'inclinaison, alors on pourrait se dire, super, je vais me pencher complètement vers l'avant, à 45 degrés. Non, on n'a pas le droit de le faire. En fait, ce qu'il faut, c'est que la jambe, le tronc, la tête soient dans un même axe. On parle d'alignement, d'accord? Donc quand on est comme ça, c'est toléré. D'ailleurs, par parenthèse, on voit ici que ceux qui font de la grande amplitude peuvent se pencher plus. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, ils perdent par ailleurs. Donc tout ça, c'est une question subtile d'équilibre entre les forces contraires et les forces d'avancement. Donc ça demande, à mon avis, beaucoup de réglages. Également, beaucoup d'encadrement avec un coach pour valider que, effectivement, vous gagnez plus ou vous perdez plus en faisant tel ou tel gestuel. Donc ça, on retrouve ça dans d'autres sports. Quand vous regardez ce qui se passe en natation, ça a beaucoup évolué au fil des années, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gestes qui par le passé étaient considérés comme parasites, qui maintenant sont éliminés. Je pense par exemple au fait de nager sous l'eau. Dans les années 80, les nageurs étaient très très fortement émergés, ils étaient vraiment au-dessus de l'eau. Pensez à Mark Spitz par exemple. À l'inverse, maintenant, ils sont complètement sous l'eau. Donc parce qu'il s'est avéré qu'il y a des études qui ont montré que les forces de résistance, en l'occurrence les remous, étaient plus fortes que ce qu'on peut gagner par rapport au fait d'être au-dessus. Donc en marche nordique, c'est pareil. C'est assez subtil, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. Et c'est un ensemble. Ma coach Béatrice là, parlerait d'un système holistique, et effectivement, c'est ce qui se passe. Ce qui peut gagner d'un côté, perd de l'autre. Donc en permanence, on est obligé de faire des bilans pour voir si l'ensemble du geste est gagnant ou pas. Et pour finir, le passage arrière, on pourrait se dire, puisque le bras à l'arrière coûte, qu'à cela tienne, je ne l'amène pas à l'arrière du tout. Et là, malheureusement, là aussi, on va être limité. Dans le règlement, la main doit dépasser la fesse. Dernier facteur, dans le fait de se pencher en avant, donc au-delà du travail du poids qu'on vient d'évoquer précédemment, le fait de s'incliner vers l'avant va avoir aussi une position, un avantage sur la position du bâton. Et en particulier, vous allez voir que ici, on va pouvoir gagner, comme on le voit là, on va pouvoir gagner sur la distance d'avance du marcheur par rapport au sol. Alors pourquoi c'est important? Parce que, au même titre qu'en natation, un crawler cherche
je dirais, à consommer de l'eau, aller le plus possible vers l'avant. Pour le marcheur, c'est le même principe. Le fait qu'il aille plus de vent, eh bien, fait qu'il va avaler plus de terrain. Donc il y a un rendement qui va être meilleur par le fait qu'il va avoir une amplitude de bras vers l'avant supérieure. Donc on voit ici qu'on peut gagner quand même quelques centimètres, voire même une dizaine ou plus, pourquoi pas. Donc voilà encore un avantage de se pencher en avant. Bien, cette vidéo est terminée. Alors, c'est qu'une partie du problème. Là, j'ai analysé pour l'instant, si vous avez vu ma vidéo sur la position du bâton, tous les aspects statiques, entre guillemets, des forces mises en œuvre. Bien évidemment, et là je répondrai à mon ami Pascal, par rapport à ça, il y a aussi un problème complètement dynamique. Les forces en présence ne sont en aucun cas des forces constantes. Donc on va devoir étudier les forces, leur accélération, leur décélération. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai dans le futur. Dès l'instant, j'aurai développé le matériel nécessaire. Pour rien vous cacher, je suis en train de réfléchir sur la mise en place de capteurs d'accéléromètre, donc, pour vérifier comment les forces en présence travaillent. Donc ça fera partie des vidéos à venir. Alors je ne sais pas quand exactement, il faut que je développe le matériel et le logiciel en question. Mais voilà mes idées d'aller vers la partie dynamique de la chose. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous voulez être au courant de la suite, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.